Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Très Daniel Live. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce soir, on va avoir une soirée bien remplie puisque nous avons 5 auteurs qui vont nous parler de leur ouvrage et pour le thème « Aller mieux ». Voilà, en cette rentrée, eh bien, on a bien besoin de petits conseils pour aller mieux. Et donc ce soir, nous allons avoir 5 auteurs. C'est vraiment une soirée 100% féminine. Nous allons commencer par recevoir Anne Landry qui va nous parler de son livre L'hyperempathie. Ensuite, nous aurons Cécile Giré avec son livre Hypersensible, libérez vos super pouvoirs. Ensuite, on parlera sophrologie avec Gaëlle Piton et le grand guide de la sophrologie au quotidien. Ensuite, nous aurons... Hop, il est où? Il est perdu. Nous aurons le livre de Camille Griselin. Hop, il est là. Alors, le livre n'est pas encore sorti, mais il sera disponible en précommande, je vous en dirai tout à l'heure. Donc, le petit livre de l'auto-hypnose. Et nous terminerons par le livre de Carole Bourdeau, Devenez l'égérie de votre vie. Voilà, donc ça va être une belle soirée. N'hésitez pas à interagir. Voilà, on est vraiment là pour passer une soirée très sympathique. Donc, posez toutes vos questions. On y répondra en direct. Voilà, n'ayez pas peur de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, on va tout de suite commencer par notre première invitée, qui est Anne Landry. Elle est psychanalyste holistique et elle va nous parler de son livre L'hyperempathie, révéler ce don extraordinaire et le développer. Alors, est-ce que Anne, vous êtes avec nous? Bonsoir Anne. Bonsoir Camille. Merci beaucoup de nous accorder ce petit temps. Alors, du coup, déjà pour que les internautes comprennent bien, qu'on parle tous bien de la même chose, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de ce qu'est l'hyperempathie? Alors, l'hyperempathie, c'est une hypersensibilité dite empathique. C'est-à-dire que l'hypersensibilité est un tronc commun. Et vous avez dans cet arbre donc des branches. Et dans cette branche, il y a des hypersensibles dont l'empathie est surdéveloppée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une empathie surdéveloppée? L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et là, donc, le super pouvoir de l'hyperempathique, eh bien, c'est de se mettre à la place de l'autre de façon innée et inconsciente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'hyperempathique a ce que j'appelle une télépathie émotionnelle. Dès qu'il va rencontrer quelqu'un, qui va se trouver dans un lieu, il va sentir le champ émotionnel de la personne qu'il rencontre. Il va sentir l'atmosphère de son environnement, de son entourage. Et en fonction de sa capacité à distinguer ce qui lui appartient de ce qui appartient à l'autre, il va pouvoir bien ou mal le vivre. En fait, l'hyperempathique, on va le reconnaître parce qu'il a souvent des up and down. C'est une personnalité qui peut avoir des états émotionnels assez changeants en l'espace d'une journée et il va beaucoup souffrir du regard de l'extérieur. Il pourrait mettre comme diagnostic qu'il est instable, lunatique ou voire bipolaire. Alors qu'en fait, il s'agit juste d'une éponge émotionnelle qui capte, comme je vous le disais tout à l'heure, par sa télépathie émotionnelle, les états émotionnels de son environnement. Donc, j'imagine quelqu'un qui prend le métro, l'état dans lequel il peut se retrouver, qu'il soit enthousiaste, lorsqu'il se retrouve dans le métro, il peut se retrouver très mal. Voilà, après, c'est une capacité innée de se mettre à la place de l'autre, c'est quelque chose qui est déjà in utero, hein, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. L'hyperempathie, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. D'accord. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, dans le sommaire, c'est très chouette parce que vous expliquez en fait les différences entre comment reconnaître un enfant hyperempathique, un adolescent, un adulte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence entre un enfant hyperempathique ou un adulte hyperempathique? Alors, non, il n'y a pas de différence entre un enfant hyperempathique et un adulte hyperempathique, si ce n'est que l'enfant hyperempathique va être complètement spontané, il va exprimer ce qu'il perçoit et ce qu'il ressent. Mettons qu'il rentre chez lui et qu'il sent que sa mère est en colère contre son père, bon, c'est un peu caricatural, eh bien, il va exprimer auprès de sa mère, bien voilà, maman, tu es en colère. Et pour peu que le parent, par souci de protéger l'enfant ou se protéger soi-même, eh bien, nie le fait qu'effectivement il est en colère, l'enfant, au fur et à mesure,
S'il n'est pas validé dans ce qu'il perçoit et qui est juste, évidemment, hein, s'il n'est pas validé, eh bien, il va finir par créer, évidemment, des pathologies. Il va créer une insécurité, il va se créer des angoisses. Il va se passer que cet enfant va perdre confiance en lui, va perdre l'estime de soi. Et quand on arrive à l'adolescence, c'est ce que j'explique dans le livre, ça fait des adolescents qui peuvent avoir des problématiques d'addiction, à la bouffe, aux drogues, etc. Et alors, à quel moment on se dit peut-être que mon enfant est hyper empathique? Et quels sont vraiment les traits caractéristiques qui pourraient nous mettre sur cette piste Ce sont des enfants qui perçoivent ce que ressent l'autre et ils vont le vivre de la même intensité que le protagoniste qui aurait vécu l'action. Je vous donne un exemple. L'enfant arrive à l'école, un petit enfant est tombé au sol et s'est blessé. Il a envie d'un câlin, il a besoin de sa maman, je parle de la maternelle. Hein. Et bien à ce moment-là, il va sentir exactement la détresse de cet enfant. C'est-à-dire que dans l'hypersensibilité dite classique, l'enfant va être en détresse de voir l'enfant en détresse. Dans l'hyperempathie, l'hypersensibilité empathique, l'enfant va vivre la détresse de l'autre comme si c'était la sienne. Donc, il y a vraiment une identification à ce moment-là. Oui, donc ça doit être difficile à gérer pour un petit quoi. Hein, ce qui est fondamental, c'est d'accompagner l'enfant à lui apprendre à distinguer ce qu'il perçoit de l'autre, qui est formidable à la télépathie émotionnelle, génère des possibilités extraordinaires, on le verra tout à l'heure. Néanmoins, si ce n'est pas identifié, l'enfant va se sentir en détresse très rapidement alors que ce n'est pas la sienne. D'apprendre vraiment à distinguer ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Ça, c'est fondamental. C'est le gros travail des parents, c'est d'apprendre à l'enfant à bien distinguer. Donc, à accepter cette télépathie émotionnelle et apprendre à distinguer ce qui appartient à l'enfant de ce qui ne lui appartient pas. D'accord. Et alors, du coup, quand on s'aperçoit que son enfant est peut-être potentiellement hyper empathique, c'est quoi la démarche à suivre? On va se diriger vers un psychanalyste qui confirme… Non, pas forcément. Non. Je ne suis pas forcément pour les thérapies pour les enfants, sauf s'il y a effectivement un mal-être, une pathologie, etc. et il y a quelque chose de grave à traiter. Mais pas systématiquement se tourner vers la thérapie. Non, je crois que ce qui est fondamental avec un enfant qui est hyper empathique, c'est déjà de valider ce qu'il sent. S'il sent que vous êtes triste, dites-lui que vous êtes triste. C'est pas grave, on est tous tristes dans la vie à un moment donné. Les enfants, les adultes, c'est pas grave. On en sort, ce sont des états qui vont et qui viennent. Ensuite, donc valider l'enfant, c'est fondamental. Ensuite, de lui apprendre à bien distinguer. C'est-à-dire là, est-ce que c'est à toi cette peine ou est-ce que c'est à l'enfant qui est dans la cour? Ah non, c'est à l'enfant qui est dans la cour. Alors, je te propose d'imaginer une boule de lumière et de lui rendre ce qui lui appartient. Ce n'est pas de lui faire de la peine, c'est juste de rendre ce qui appartient à la personne concernée par des petits exercices comme celui-ci. Et j'invite vraiment à ce que ces enfants puissent faire des activités telles que le théâtre. Pourquoi le théâtre? Parce que très jeunes, ils vont apprendre à jouer des rôles et à en sortir. C'est surtout à en sortir. Ah oui, d'accord. Rentrer dans un personnage et apprendre à en sortir. Jouer les émotions d'un personnage et sortir de ses émotions et récupérer leurs propres émotions. Donc, ce phénomène de rentrer et sortir, c'est vraiment très bien. Ça peut être aussi de la danse, hein, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les émotions. Tout ce qui est, je dirais, art vivant. Ok. Et alors, du coup, donc l'hyper-empathie, ça a aussi des bons côtés. Donc, vous dites, donc c'est quand même le sous-titre du livre, révéler ce don extraordinaire et le développer. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des dons qu'on peut travailler grâce à l'hyper-empathie? Alors, comme je disais tout à l'heure, donc l'hyper-empathie est une personne qui a une empathie surdéveloppée. Elle a donc une capacité innée à se mettre à la place de l'autre. Elle a une télépathie émotionnelle, ce qui lui donne une longueur d'avance sur qui elle a affaire. Donc, dans certaines professions, c'est formidable. Par exemple, dans la mienne, on peut aider la personne à aller un petit peu plus vite puisqu'on perçoit évidemment l'état émotionnel dans lequel elle est, de mettre des mots, d'accompagner la personne à mettre des mots sur ce qui se passe pour elle. Mais ça peut être aussi formidable à développer dans le cadre d'un management quand vous avez affaire à une équipe parce que vous savez exactement ce qui se joue pour les uns et pour les autres, de pouvoir du coup avoir le bon mot, apaiser une situation, créer une harmonie dans un groupe. Quand vous êtes RH, il y a des témoignages dans le livre, dans une RH qui est assez formidable, qui travaille pour un très gros groupe, et qui explique que dans le cas de recrutement, c'est formidable d'avoir une télépathie émotionnelle parce qu'on a la capacité de sentir effectivement si cette personne elle est faite pour le poste ou non.
Ouais, c'est vraiment dans le domaine professionnel. Après, dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est une intuition, c'est développer aussi, sentir s'il est juste pour soi de signer un contrat, s'il est juste pour soi de tisser une amitié avec cette personne. La personne que l'on va rencontrer, avec qui on a un coup de cœur, est-ce qu'on sent véritablement que les intentions sont justes pour soi? Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis, vous avez aussi, après, le développement dans la télépathie émotionnelle de votre communication avec les animaux, les bébés. Je parle de l'autonomie dans le livre. La communication avec le bébé est formidable. Hein, c'est de la télépathie émotionnelle. Hein. Évidemment, l'enfant, il n'est pas dans le langage. Donc, il est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'émotion. Avec évidemment les enfants, les tout petits. Il y a vraiment... Ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin. Ça permet de sortir de la trame, ce que j'ai dit, sortir de la trame et de créer des synchronicités formidables parce qu'on écoute ce que l'on sent plutôt que ce qu'on nous a appris, ce que l'on pense. On peut être conditionné par notre société, notre culture, notre éducation. Et là, en fait, on est vraiment connecté au vivant, aux gens qui sont autour de soi. On peut aller plus loin, on peut parler des plantes, mais bon, là, oui, justement, il y a dans la 7e partie du livre, vous expliquez voilà, comment communiquer avec le monde animal, le langage du monde végétal. Ça, c'est vraiment on peut capter ça facilement en étant hyper empathique. Vous utilisez le langage, c'est vrai que c'est un langage, c'est vraiment un langage, il y a vraiment un échange. C'est-à-dire que l'intention dans laquelle je suis, hein, on parle vraiment du plexus, l'intention dans laquelle je suis, eh bien, la plante le ressent et je ressens ce que vit la plante aussi. Parce que je me mets à sa place. On parlait tout à l'heure de l'enfant qui ferait du théâtre et qui rentrerait dans un personnage pour en sortir. Et bien, c'est exactement la même chose avec un animal. Vous rentrez à l'intérieur de l'animal. Si je suis cet animal, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et hop, j'en ressors et j'ai une quantité d'informations. Et je peux vraiment créer un véritable dialogue émotionnel. Il faut savoir une chose, c'est que les plantes communiquent par télépathie. Hein, j'en parle dans le livre, on le voit avec des études très sérieuses, hein, des recherches scientifiques très sérieuses qui ont été faites sur des acacias avec des antilopes qui venaient manger les feuilles. Et l'acacia sécrète à ce moment-là une information par le biais des champignons. Bon, après, voilà, c'est donc souterrain. Une information à ses voisins, donc par empathie, en leur disant sécrétez une sève beaucoup plus amère parce que là, vous allez vous faire attaquer par les antilopes. C'est fou. C'est formidable de voir ça. Donc, qu'est-ce que ça développe aussi? Quand vous rentrez dans un lieu, vous sentez s'il est juste ou pas d'être dans ce lieu. Pourquoi? Pas parce que, on pourrait parler évidemment des entités de fantômes, mais ce n'est pas forcément le sujet, mais tout simplement la mémoire des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces lieux? Une maison peut-être qui va dégager quelque chose de triste, et c'est peut-être pas forcément le bon endroit pour soi, ou simplement d'être dans un endroit où il y a, par exemple, une source qui coule sous la maison. Et là, vous allez le sentir. C'est de la télépathie émotionnelle parce que tout passe par ce que l'on ressent. Ça passe par le corps qui est une véritable antenne. Et ça, c'est prouvé par les géobiologues aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, on fait venir des géobiologues dans les maisons pour vérifier où mettre le lit du bébé, le bureau, etc. D'ailleurs, on le voit chez les animaux, hein, dans les étables, les vaches. Elles vont se mettre dans un coin de l'écurie pour pouvoir dormir à un endroit qui est positif pour elles. Et oui, c'est dingue. Et tout ça, c'est l'hyper-empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, à la place d'une situation, à la place d'un lieu, comme le fait de rentrer dans un personnage. Ça, l'hyper-empathique, lorsqu'il maîtrise ces capacités-là, c'est extraordinaire. Ça ouvre un champ des possibles qui est faramineux. Ah oui, c'est vraiment en faire une force, quoi. C'est ça, c'est quand la sensibilité devient une force. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Du coup, Anne, ce livre, vous le conseillez à qui, du coup? Je le conseille aux personnes qui ont le sentiment d'avoir des up and down, qui se reconnaissent dans l'hypersensibilité, mais qui, à côté de ça, sont des personnes plutôt qui ont un franc-parler, qui sont très sociables, qui ont des up and down, qui n'ont pas peur des conflits, qui sont survoltés par l'injustice, qui sont souvent très engagés dans des causes et qui ont l'impression de ne correspondre à aucune case. Eh ben, la case de l'hypersensibilité empathique, c'est tout ce que je décris. Donc, pour ces personnes-là, pour les parents qui ont des enfants hyper empathiques, hein, qui sont connectés au monde animal, au monde humain,
mais aussi pour l'entourage qui, par exemple, va avoir autour de lui un hyper empathique qu'il va trouver un peu trop excessif, qui est sujet à des colères. Eh bien, ça va lui permettre de comprendre le fonctionnement de cette personne, parce qu'en fait, cette personne exprime tout simplement ce qu'elle capte autour d'elle. D'accord. Eh bien, écoutez, vous avez compris, si vous voulez savoir si vous êtes peut-être hyper empathique ou si un de vos proches est hyper empathique, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer le livre d'Anne Landry, l'hyper-empathie, révéler ce don extraordinaire et le développer. Voilà, il est disponible dans tous les points de vente habituels. Merci beaucoup, Anne, de nous avoir donné toutes ces informations. Je crois que vous ne pouvez pas rester avec nous, hein, il me semble. Je vais rester encore un petit peu. C'est pas parfait. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Alors maintenant, on va accueillir notre deuxième invité ce soir. Alors là, on va parler. C'est une autre branche, donc du coup, par rapport à l'hyper-empathie, pardon. Là, on va parler hypersensibilité avec Cécile Giré. Alors, Cécile Giré, elle est sophrologue, accompagnatrice thérapeutique et elle a fait de son hypersensibilité une force. Et elle nous livre toutes ces petites astuces dans ce livre Hypersensible, libérez vos super pouvoirs. Alors, Cécile, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, Cécile. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci aussi de l'invitation. Super. Alors, du coup, Cécile, pour qu'on pose aussi les bases, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité? Alors, quand on parle d'hypersensibilité, on ne parle pas d'une pathologie, on parle d'une singularité. Il faut savoir que ça concerne environ 20% de la population. C'est des chiffres qui ont été établis par plusieurs psychologues. L'hypersensibilité, c'est quoi? Alors, comme l'a dit ma collègue, il y a cette notion de ressentir les choses plus que les autres, avec une intensité plus forte. Alors, plus que la normale, entre guillemets, même si on ne peut pas parler de normalité, mais bon, on peut le définir comme ça. Alors, ça peut être de l'hypersensibilité à plusieurs choses, au bruit, aux odeurs, aux émotions, au regard des autres, aux personnes qui nous entourent. Et c'est vrai que ça peut vite devenir un problème, même si ce n'est pas une pathologie, ça peut avoir pour conséquence des pathologies. Quand on est trop sensible, quand on est hypersensible, on va évidemment avoir des sensations difficiles parfois à vivre, de vivre dans un environnement qui ne correspond pas. Et donc, si on n'a pas trouvé les moyens de se créer un environnement qui va nous convenir, on va forcément développer des maux différents. On a des chiffres de burn-out, de dépression qui sont plus élevés chez les personnes hypersensibles que chez les autres. D'accord. Et alors, comment on peut se diagnostiquer hypersensible? Parce que peut-être des fois, on peut avoir des réactions, mais est-ce que des réactions un petit peu exacerbées, mais est-ce que ça veut forcément dire qu'on est hypersensible ou est-ce qu'il y a vraiment des traits caractéristiques qui sont bien précis? Alors, en fait, évidemment, on a tous parfois des moments où on est plus sensible que la moyenne, mais c'est vrai que les hypersensibles, en fait, non seulement ils vont sentir d'eux-mêmes qu'il y a une sensation de décalage quand même par rapport aux autres, c'est souvent ce qu'on retrouve chez ces personnes-là, sensation d'être en décalage avec les autres, sensation de ne pas être compris. Il y a beaucoup quand même de repli sur soi, il y a des sentiments de colère, d'injustice. Évidemment, comme on vit les choses plus intensément, chaque petite chose va prendre des proportions plus importantes. Chaque bruit va provoquer des réactions plus importantes. Et donc, du coup, il y a cette sensation de ne pas être compris. Et on ne l'est pas. Enfin, l'hypersensible, pour son entourage, pour la plupart des gens, on n'est pas compris. Alors, l'hypersensible, souvent, il va se trouver face à des gens qui vont lui dire tu prends tout trop à cœur, tu es trop sensible, on n'est pas dans un monde de bisounours, passe à autre chose. Et donc, ça crée vraiment beaucoup de désarroi. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir repérer, si vous voulez, finalement, cette idée d'hypersensible. Même si c'est une notion qu'on aborde aujourd'hui beaucoup, dont on parle beaucoup, mais qui pendant des années est restée très en deçà, même si Carl Jung parlait des hypersensibles comme de gens qui avaient des facultés de clairvoyance prophétique. Donc, ce n'est pas une notion nouvelle, mais en tout cas, ça fait très peu de temps qu'on en parle. Et c'est bien qu'on en parle, mais c'est une singularité. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils ressentent, les émotions qui sont décuplées. Et c'est vrai que ça vient se confondre avec d'autres causes environnementales des causes qui sont générées par le stress ambiant, par un climat de vie, par des conditions qui en rajoutent en plus, quoi. Donc, ces gens-là se sentent non seulement assez seuls souvent, et assez submergés dans leur quotidien et donc ont tendance souvent à se replier sur eux-mêmes et c'est dommage.
D'accord. Et alors justement, vous parliez tout à l'heure de clairvoyance et donc vous parlez aussi de super pouvoirs en étant hypersensible. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement ces super pouvoirs qu'on peut développer? Alors, c'est vrai que dans le livre, et c'est le thème que j'aborde, et c'est mon thème de prédilection, mais pour moi, le super pouvoir de l'hypersensible, c'est l'intuition, quoi. C'est cette faculté intuitive. Il faut savoir que l'intuition, alors je parle pas, j'en parle un peu dans le livre, mais en dehors de toute connotation ésotérique ou spirituelle, je Oui, parle vraiment de l'intuition, de cette capacité cognitive qu'on a tous, hein, cette intelligence qui a permis à l'espèce de survivre, qui est là dans un coin de notre cerveau, qui est logé à peu près au même endroit que la créativité. oui. Cette intuition, elle nous permet finalement de prendre des bonnes décisions, elle nous permet de survivre, de nous adapter. Cette intuition qui nous caractérise, elle est faite de toutes les expériences émotionnelles qu'on vit. C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, on va ressentir quelque chose. Mais Ouais, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est votre cerveau qui est une espèce d'ordinateur super performant qui va l'analyser inconsciemment. Et c'est vrai que l'hypersensible, vu qu'il enregistre plein d'informations, encore plus que les autres et plus intensément, il enrichit cette espèce de base de données quoi, qui est déjà bien là, mais lui, il va en faire finalement un super ordinateur. Donc forcément, il aura plus d'intuition, il aura plus de perception. Il en aura si et seulement si il arrive à gérer finalement son mental, qui va être son pire ennemi, et qui peut parasiter cette intuition. Et souvent, l'hypersensible a un mental très développé parce que comme il vit les choses plus intensément, il va avoir parfois plus de peur, plus de stress, plus sensible au regard des autres, donc plus perméable aux émotions, et donc ça peut le parasiter. Mais si on se débarrasse de ça, cette intuition, bah, finalement, il a pour le coup, comme un peu l'hyper en pâte, hein, mais il a une longueur d'avance, même 2 voire 3, et ça devient quelque chose de formidable pour lui au quotidien. D'accord. Et alors justement, dans le livre, c'est vraiment un petit manuel pratique, puisque vous donnez plein de conseils et il y a aussi des exercices. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ils sont vraiment au sein du livre. Hein, il y a des petits espaces dans le livre pour faire tout de suite les exercices en fait après la lecture. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces exercices? Alors, c'est vrai que c'est des exercices, alors que j'ai appris, comme vous l'avez dit, je suis sophrologue, hein, j'ai été formée à cette discipline. Donc, on a beaucoup d'exercices, en fait, qui vont nous permettre de travailler sur nos émotions, sur nos sensations. C'est-à-dire, notre auteur, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'intuition, les émotions passent par le corps. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va ressentir d'abord corporellement les choses. Quand vous entrez dans une pièce, vous ressentez les énergies. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne suis pas bien? Votre corps va vous parler d'abord. Hein. Et il y a beaucoup d'expériences, notamment aux États-Unis, qui sont faites hein, sur ces facultés intuitives à ressentir les choses par le corps. Et c'est vrai que ces exercices ont pour but d'apprendre à gérer finalement ce mental. Ce mental qui est vraiment le pire obstacle à tout être humain, mais alors encore plus aux hypersensibles. Donc les exercices, qui sont beaucoup d'exercices assez faciles à faire. Alors il y a de la respiration, mais il y a des visualisations. Il y a aussi beaucoup de questions que je pose et que je propose aux lecteurs de se poser pour finalement avoir une réflexion, pour apprendre à se connaître. Et c'est vraiment, ces exercices, ils sont là pour ça, pour gérer les peurs physiques, mais aussi les barrières, les limites qu'on se met, parfois en s'empêchant de se projeter, de s'imaginer, de vivre les choses, de se limiter trop. Donc vraiment, ce sont des exercices qui se veulent pratiques et ludiques et pas trop pénibles à faire. Le but, c'est de trouver quand même du plaisir. D'accord. Et je crois que vous les avez tous testés, il me semble, puisque du coup, vous êtes aussi atteinte d'hypersensibilité. Et donc, vous les conseillez parce qu'ils ont marché sur vous. C'est-à-dire qu'ils ont marché sur moi dans le sens où la sophrologie m'a vraiment permis de développer toutes mes capacités. En sophrologie, on sent, on ressent et on pressent. Hein. Et ce côté de pressentir, en sophrologie, quand on travaille sur cet état de conscience modifié, on met le mental de côté et donc on laisse ce côté intuitif émerger. Et donc forcément, je les ai beaucoup testés. Et quand je me suis mise à la sophrologie, mes facultés intuitives se sont beaucoup développées. Et donc j'ai mis un peu de temps à faire le lien vraiment entre les deux. Mais effectivement, cette hypersensibilité et le fait de travailler son mental fait que non seulement on garde les bénéfices de son hypersensibilité, donc cette capacité à percevoir les choses, à les voir autrement, et à la fois on a plus ces barrières mentales et du coup on peut vraiment prendre des décisions avec beaucoup plus de sérénité et 10 fois plus librement dans nos existences. D'accord. Et alors du coup, pour finir, à qui vous conseillez ce livre?
Alors, je vais le conseiller à toutes les personnes qui se sentent hypersensibles, hein, qui effectivement qui perçoivent chez elles effectivement cette sensation peut-être parfois de décalage, qui se sentent un petit peu à l'écart ou à l'étroit dans leur vie. Les personnes aussi qui ne trouvent pas trop leur place dans leur existence, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont parfois aller se forcer à faire telle ou telle chose, qui n'arrivent pas à dire non, qui n'arrivent pas à se positionner. À toutes les personnes qui souvent se disent « Ah, mais si je m'étais écoutée » et qu'ils ne le font pas, alors qu'en fait, on a tous les réponses. Dans mes consultations, quand je fais du coaching et que je me sers de mon intuition, les gens me disent « Ah, mais je le savais. » Oui, vous le saviez. Et donc, je vous donne ce livre parce que vous le saviez, mais qu'il faut apprendre. On ne vous apprend pas. Et on n'apprend pas aux hypersensibles, on n'apprend pas aux enfants à se servir de cette intuition. Donc, je le conseillerais à ces gens-là. Et puis aux gens qui vont sans cesse consulter très fréquemment, soit des voyants, soit des médiums, ou qui demandent toujours leur avis aux autres parce qu'ils n'ont pas confiance en leur propre avis. Et donc, du coup, c'est un cercle vicieux parce qu'ils vont être dépendants du regard des autres, parce qu'ils sont sensibles à ce regard. Mais du coup, ils ne s'écoutent pas. Et alors qu'ils ont les réponses en eux, ils ont en plus cette sensibilité qu'ils connaissent et qui savent quelle personne va être bien pour elle et quelle personne ne va pas être bien, quel boulot va leur convenir. Mais en fait, ils n'arrivent pas à s'écouter. Donc, ce livre, c'est vraiment une porte ouverte pour apprendre à se connaître, pour avoir finalement une prise de conscience sur ça, je le savais, je ne me suis pas écoutée à cette époque, pourquoi je ne me suis pas écoutée, comment je peux m'écouter, quelles sont mes peurs, quelles sont mes limites. Et une fois qu'on les identifie, on peut travailler dessus. Après, on va voir un psychologue, un psychanalyste, un autre thérapeute. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre de la connaissance de soi et de vraiment l'ouvrir cette porte en leur disant, voilà, il n'y a pas que tel ou tel professionnel qui peut savoir pour vous. Vous avez ce pouvoir-là et vraiment, vous l'avez, prenez-le parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de vivre le plus sereinement possible. Eh bien, merci Cécile. Peut-être que Anne, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, bah écoutez, rien de spécial, si ce n'est que tous les sujets sont assez liés. Et c'est comme tout dans ce milieu-là, dans ce secteur-là, les gens sont liés les uns aux autres. Et cette hypersensibilité, c'est aussi ça, c'est apprendre à se reconnaître et à s'apprécier et apprendre à faire du lien les uns avec les autres. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Cécile. Alors du coup, vous l'avez compris, si vous souhaitez tout savoir sur l'hypersensibilité, eh bien, vous pouvez trouver ce livre, Hypersensible, Libérez vos super pouvoirs. Il est disponible partout. Voilà. Alors du coup, on va passer à notre troisième invité. Alors, je ne sais pas si Cécile reste avec nous aussi. Peut-être que Anne voulait faire un petit ajout, je ne sais pas. Je vais rester un petit moment, mais peut-être pas jusqu'au bout. Ça va dépendre. Pas de souci. Vous me faites signe. N'hésitez pas à me faire signe quand vous souhaitez partir. Alors, du coup, notre troisième invitée, on va parler sophrologie. Alors, Gaëlle Piton, elle est sophrologue, coach et instructrice en méditation de pleine présence. Et elle a écrit le grand guide de la sophrologie au quotidien. Bonsoir Gaëlle, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonsoir Camille, bonsoir Cécile, bonsoir Anne et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors du coup, pour reposer les bases encore une fois, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la sophrologie ? Alors moi j'aime bien expliquer les choses assez simplement, donc je dirais que c'est une méthode psychocorporelle basée sur la respiration, le relâchement musculaire et la visualisation. À comprendre par visualisation avec tous nos sens, pas seulement avec la vue. D'accord. Voilà, je résumerai comme ça. Ok. Et alors, du coup, quels sont les bienfaits, finalement, de la sophrologie ? Ils sont assez nombreux et ils sont tous interdépendants. J'ai entendu ce mot. J'aime bien aussi, effectivement, l'idée, c'est d'apprendre. J'insiste aussi sur cette notion bien souvent de pédagogie, d'apprendre à ressentir son corps. Et puis, évidemment, quand on est davantage connecté à son corps, on est davantage connecté à son expérience. Et puis, on va pouvoir contacter toutes sortes de choses, la détente, la compréhension des émotions, l'accueil, être plus en accord avec ses valeurs aussi et du coup, plus heureux avec le monde qui nous entoure. D'accord. Donc, ils sont assez nombreux. Et alors, par exemple, sur quoi ça peut nous aider ? Est-ce que ça peut nous aider si on a des problèmes de sommeil, des problèmes d'addiction, des problèmes de confiance en soi ? Est-ce que ça peut nous donner des ça, tout ça, en fait, en tout cas, dans mon cabinet, le motif, le premier de consultation, c'est vraiment le stress qui souvent occasionne des troubles du sommeil. Et donc ça, c'est vraiment les deux motifs principaux. Mais après, il y a toutes sortes de choses, c'est-à-dire que l'accueil, je le disais tout à l'heure, des émotions, avoir davantage confiance en soi, être
davantage ancrée aussi parce que on parlait d'intuition, c'est une notion qu'effectivement, qui me parle aussi beaucoup. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté à ce qui est profondément vrai pour vous, eh bien, tout s'ouvre un petit peu autour. Donc, ça permet d'aller connecter tout ça. Mais je dirais que le stress, le sommeil, la gestion des émotions, les relations avec l'alimentation et puis l'accompagnement de tout ce sur quoi on a la main dans son existence. Alors, la sophrologie ne guérit pas, mais par contre, dans le cadre de pathologie, on peut accompagner le traitement, vivre mieux sa maladie, vivre aussi tous les changements de notre schéma corporel, le corps qui change tout au long de la vie en fonction de ce qu'on traverse. Donc, c'est un grand accueil. D'accord. Et ça s'apprend à force de pratique. Alors, ce qui est bien dans ce livre, c'est que donc, vous avez toute une partie théorie sur voilà, qu'est-ce que c'est la sophrologie. Et puis, il y a aussi toute une partie où vous avez les exercices. Et il y en a quand même plus de 50. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se présente? Parce que je sais qu'il y a un petit QR code. Alors en fait, c'est alterné tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la théorie et d'un côté la pratique, au contraire, c'est entremêlé. Je suis revenue sur les fondamentaux parce que même s'il y a plein d'ouvrages très chouettes sur la sophrologie, il se trouve que moi, il m'a manqué peut-être cet ouvrage-là. Je me suis dit, je vais écrire l'ouvrage que moi, j'aurais bien aimé trouver au moment où je suis devenue sophrologue, où ça m'a intéressée. C'est-à-dire à la fois rester dans une ossature très fidèle finalement au fondement parce que c'est pas n'importe quoi la sophrologie. Il y a vraiment une épistémologie, une méthodologie, mais aussi l'adapter un petit peu parce que c'est très jargonneux. Moi, ça m'avait vraiment surprise. Il y a beaucoup je pense que ma consoeur, acquiescera aussi. Il y a beaucoup de termes techniques qui finalement éloignent de l'expérience viventielle, c'est-à-dire corporelle. Donc, j'ai voulu quand même être assez proche des fondamentaux tout en ayant une ouverture sur le plus large public. Parce que moi, j'aime bien dire que je suis une sophrologue tout-terrain. Je travaille sur un territoire qui est la Seine-Saint-Denis, donc qui à la base n'était pas forcément un territoire où on s'attendait à trouver la sophrologie, alors qu'en fait, elle est faite pour tous. C'était juste de trouver l'entrée qui allait correspondre, en fait. Et évidemment, la pratique est au cœur de notre discipline. Sans pratique, il n'y a pas de sophrologie. Alors, du coup, quand vous dites justement que la sophrologie, elle est pour tous, dans le livre, c'est bien simulé. On peut faire ça avec ses enfants, on peut faire ça en famille, en fait. Ça peut être une activité à faire en famille. Oui, dès l'instant où les enfants ont envie, en tout cas, on les emmène par le jeu. Je ne suis pas du tout dans mon discours à forcer les enfants à faire la sophro, mais on peut les amener tranquillement. C'est vrai que sa grande force est son adaptabilité. Moi, c'est aussi pour ça qu'elle m'a beaucoup séduite, c'est-à-dire que de la même ossature, en fait, on peut tisser les techniques en fonction de différents publics, les enfants, les adolescents, les adultes, mais aussi les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées. Enfin, la sophrologie, ça D'accord. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que dans le livre, il y a des petites illustrations qui illustrent en fait les exercices à faire. Donc c'est très chouette. Ça. Ça, c'est le travail de Morgane Carlier qui est vraiment a fait beaucoup pour ce livre. On trouve des illustrations parce que c'est effectivement à but pédagogique et on s'est amusé ensemble. On avait très envie aussi qu'il y ait toutes sortes de personnes représentées. Donc, vous trouvez des personnes de toutes les couleurs, de toutes les origines sociales, de tous les âges. Parce que ça m'avait un petit peu manqué dans les ouvrages que j'avais pu croiser sur la sophrologie. Ouais, comme ça parle vraiment à tout le monde. Ouais. Et c'est quelque chose il faut être un petit peu régulier dans sa pratique. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut, par exemple, si on a du gros stress, est-ce que une séance peut suffire ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours pour améliorer son quotidien ou comment ça se pratique? Alors moi, j'aime bien dire que c'est comme apprendre à conduire un bateau, c'est-à-dire c'est plus facile en eau calme. Quand la tempête est là, au moins vous êtes prêt, vous êtes capitaine du navire. Donc c'est vrai que les outils, les personnes les sollicitent souvent et ont envie et c'est normal en cas de crise. Mais quand même, il convient de clarifier que c'est plus aidant quand on a déjà l'habitude et pratiqué et déjà fortifié la respiration abdominale, qui est notre respiration par exemple chouchou en sophro. Si elle est bien entraînée, alors elle est disponible quand on en a besoin. Donc oui, la régularité, c'est important. Ça ne veut pas dire 15 minutes par jour. On peut faire mieux vaut des petites séances, mais très régulièrement qu'une grande séance une fois par semaine. Voilà, puis ne pas attendre d'aller très mal pour s'y mettre. C'est vraiment, on peut y aller même si tout va bien.
On peut venir voir un sophrologue quand tout va mal. En général, il y a quelque chose qui ne va pas quand on va voir une ou un sophrologue, mais c'est vrai qu'on est très bon en prévention aussi, c'est-à-dire voilà, en apprentissage. C'est pour cette raison que je trouve que c'est chouette qu'elle soit diffusée dans les écoles, en fait, dès le plus jeune âge. Et du coup, c'est super parce que c'est assez complémentaire, je pense, à Anne et Cécile à l'hypersensibilité, à l'hyperempathie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider la sophrologie? Moi, je trouve que c'est un formidable outil pour pouvoir travailler sur le corps, effectivement, de pouvoir lâcher le mental et d'être vraiment à l'écoute de son corps. C'est formidable. Pour avoir fait quelques séances, oui, ça vient de travailler, oui, c'est sûr. Travailler sur les intuitions, travailler sur ses émotions, c'est un très, très bel outil que je conseille. Ouais, et par ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais sur les enfants, moi, dans mon cabinet, j'ai pas mal d'hypersensibles, d'enfants hypersensibles, d'enfants haut potentiel, et qui sont beaucoup confrontés à de la phobie scolaire, à ce genre de choses. Et la sophrologie est vraiment une méthode qui, pour le coup, va leur permettre de gérer d'abord leurs émotions, leur état corporel. Et c'est vraiment une méthode qui si l'enfant accroche, qu'il soit enfant ou un peu plus grand, ado, c'est vraiment quelque chose qui est positif parce qu'on va travailler sur le corps, des visualisations, comme tu disais, sur toutes ces techniques-là. Et c'est vraiment un champ de liberté et de sérénité pour eux. Donc, vraiment, ça se rejoint, ça se recoupe et c'est très intéressant. Oui, et puis c'est vrai, liberté, moi, ça me parle. Et puis, il y a l'autonomie aussi. Moi, ce que j'aime, c'est que, en fait, en tant que sophrologue, on est des passeurs. On apprend et la personne s'approprie l'outil et ça lui appartient. Donc, pour les enfants, tu parlais des phobies scolaires, ils se sentent outillés. Ils sentent qu'ils ont un petit truc qu'ils peuvent activer tout seuls. Et ça, c'est très rassurant, en fait. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle rencontre son public aussi auprès des enfants. Oui, complètement. Super. Écoutez, merci beaucoup Gaëlle. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur la sophrologie, eh bien, il y a le grand guide de la sophrologie au quotidien de Gaëlle Piton qui est disponible déjà partout dans tous les points de vente habituels. Vous restez avec nous, Gaëlle? Bien sûr. Super. Toutes les trois aussi? Anne et Cécile, vous restez avec nous? Je vais devoir vous quitter. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir été présente avec nous. Et je le rappelle, hop, on peut découvrir votre livre « L'hyperempathie, révéler ce don extraordinaire et le développer ». Voilà, n'hésitez pas. Merci Anne, à bientôt. Alors maintenant, on va accueillir notre quatrième invitée qui Camille Griselin, qui est praticienne en hypnose. Praticienne en hypnose et elle a créé en 2019 sa propre méthode qui est la méthode Sagesse et elle va nous en parler tout de suite. Et elle a écrit donc le petit guide de l'auto-hypnose. Est-ce que Camille, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour. Bonsoir Camille, merci d'être avec nous. Alors du coup, j'ai une petite couverture parce que faut préciser quand même que le livre n'est pas encore sorti, mais il sortira le 7 octobre. Mais vous pouvez déjà faire une précommande sur Amazon. Il est voilà, vous pouvez le précommander, donc n'hésitez pas. Hop, il est là. Il y a une très jolie couverture. Alors Camille, du coup, pour poser les bases toujours, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de qu'est-ce que c'est que l'auto-hypnose? Parce que je pense que beaucoup de gens connaissent l'hypnose. Et l'auto-hypnose, finalement, qu'est-ce que c'est? Donc l'auto-hypnose, c'est un état naturel. À chaque fois qu'on est concentré sur quelque chose, on plonge tout seul en auto-hypnose, que ce soit en lisant justement, en regardant la télé, en conduisant. Pour ceux qui conduisent, ça nous arrive souvent d'arriver à un endroit en nous disant je suis déjà là, je n'avais pas vu la route passer. Parce qu'on est un peu dans nos pensées. Ça, c'est l'auto-hypnose. Voilà. Et donc, cet état d'auto-hypnose, il nous permet d'accéder en fait à certains programmes inconscients. Et si on se contente de lire, il ne se passe rien dans notre salle des commandes. Mais si on glisse des messages pour notre inconscient au moment où on lit, eh bien là, notre inconscient va pouvoir faire des modifications dans nos programmes. Donc, quand on parle de programme, par exemple, si petit, nos parents nous ont dit de finir notre assiette, on a dans notre tête ce programme qu'il faut absolument finir notre assiette. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, si on mange et qu'on est en train de discuter avec quelqu'un, on ne va pas écouter notre faim, on va obéir au programme de nos parents parce qu'on est en auto-hypnose à ce moment-là et on va manger alors qu'on n'a plus faim. On répond à un programme ancré. Et donc, l'hypnose, c'est d'aller déprogrammer tout ça. D'accord, alors ça me parle. Pour le coup, ça me parle. Ok, je vais creuser la question. Alors du coup, vous, donc dans le livre, dans le petit guide de l'auto-hypnose, donc il y a plusieurs méditations.
enfin plusieurs séances, pardon. Et elles sont particulières, ces séances, puisque du coup, vous avez créé votre propre méthode, qui est la méthode sagesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait quel est le concept de cette méthode? Alors, déjà, il faut savoir que j'ai eu dans mon cabinet un client qui était sourd. Et comme l'hypnose habituellement se fait par la voix, il n'a pas pu entendre ma séance. Donc, il a lu sur mes lèvres, mais ce n'était pas très pratique. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, si j'essayais de lui faire par écrit, je savais que c'était possible. Donc, je lui ai créé une séance par écrit. Et étant donné que ça a fonctionné pour lui, je me suis dit, bah, si on sait lire, ça marchera sur tout le monde. Donc, c'est là que j'ai commencé à proposer, en fait, mes séances d'hypnose également à l'écrit. Et ma méthode sagesse, qui diffère par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, c'est tout le travail émotionnel et les croyances, enfin, sur les croyances qu'on peut faire avec cette méthode. Et ce qui diffère aussi, c'est que nous, on ne fait pas d'anamnèse à la personne, c'est-à-dire on ne lui pose pas de questions sur son histoire. On n'a pas besoin de savoir ce qu'elle a vécu, on a juste besoin de savoir ce qu'elle souhaite faire. C'est la raison pour laquelle ce livre, en fait, tout le monde peut le lire, quelle que soit sa problématique, parce que c'est l'inconscient de la personne qui va prendre dedans ce qui est bon pour lui. D'accord. Et alors, donc, du coup, peu importe le thème, finalement, parce que donc, dans le livre, par exemple, il y a des séances sur libérer de la peur, se libérer des addictions. Donc, même si spécialement, par exemple, sur les addictions, on n'a pas spécialement d'addiction, en lisant cette séance, ça peut quand même, notre inconscient peut quand même piocher ce qu'il a envie de piocher sur cette séance. Tout à fait. Pour vous donner une anecdote, une fois, j'avais un monsieur en séance et j'ai pris au hasard une histoire, c'était sur la ménopause. Et en fait, c'était une histoire parmi tant d'autres. Et à la fin de la séance, il fait « Oh là là, c'est la séance qui m'a le plus parlé. » Parce que son inconscient avait pris dedans ce qui lui parlait à lui, en fait. Donc, effectivement, on peut lire n'importe quelle séance du livre. Notre inconscient prendra pour lui ce qui est bon pour lui. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut relire le livre plusieurs fois, que ce soit en temps rapproché ou l'année suivante. Et notre inconscient ira chercher d'autres choses. Même s'il a déjà lu l'histoire, il n'y verra pas la même chose dedans. D'accord. Et alors, par exemple, donc admettons, on a envie d'arrêter de fumer, enfin, on a un problème d'addiction. Combien de fois il faut que je fasse cette séance? Est-ce qu'une fois suffit? Est-ce qu'il faut que je la fasse 2-3 fois? Comment ça se passe? Ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes, à la première lecture, ça suffira. Il y en a d'autres qui vont la lire 2 ou 3 fois. En fait, bah, déjà, on va se rendre compte si on a arrêté de fumer ou pas. Voilà. Et puis, des fois, c'est juste une petite graine qui va être semée. Et ça sera peut-être pas tout de suite qu'on va arrêter, mais peut-être dans 1 mois ou dans 2 mois, quand on sera vraiment prêt. Parce que notre objectif, c'est pas d'enlever une béquille à quelqu'un qui n'est pas guéri. C'est d'abord d'aller guérir ce qui est caché en dessous. Et après, il pourra lâcher sa béquille. Et là, ça sera durable. Parce qu'en fait, il y a des gens qui arrêtent de fumer, mais qui s'accrochent très vite à une autre béquille. Donc, ce n'est pas la solution. En fait. Moi, je préfère qu'ils prennent. Voilà. D'accord, ok. Et alors, du coup, comment ça se présente dans le livre? Il y a combien de séances? Et je crois qu'il y a des petits QR codes, on peut aussi les écouter. Oui. Donc, il y a 6 séances. Donc, il y en a une sur les blessures émotionnelles, il y en a une sur changer l'histoire qu'on se raconte, il y en a une sur les croyances, il y en a une sur les peurs, et donc, il y en a une sur les dépendances. Et puis, dans chaque séance, il y a plusieurs histoires, ce qu'on appelle les métaphores hypnotiques. Et ces histoires, je les ai toutes enregistrées pour que les personnes puissent, au choix, en écouter une ou plusieurs, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit pour s'endormir. Tout est possible, en fait. On peut écouter avec le QR code toutes les histoires présentes dans le livre. D'accord. Et alors, du coup, il n'y a pas un moment spécifique, quoi. C'est pas plus efficace, par exemple, si on le fait avant de se coucher, on peut faire ça dans le métro, ça pose pas de problème, notre inconscient, il travaille quand même. Voilà, c'est vraiment selon chacun. C'est important de le faire quand on a envie. Il faut savoir que si jamais on s'endort en écoutant les histoires, notre inconscient continue à entendre même quand on dort. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est super. C'est assez magique, tout ça, c'est top. Le pouvoir de l'inconscient, finalement, il est vraiment extraordinaire, quoi. Et alors, Camille, vous conseillez à qui ce livre, du coup? Bien, à toutes les personnes qui savent lire et puis qui ont envie d'un changement en douceur. Parce que l'avantage, c'est que ça travaille les nuits d'après. Pendant que la personne dort, l'inconscient va aller faire ses petits réglages, va aller justement enlever ce programme qui faisait finir son assiette alors qu'on n'avait plus faim. Donc voilà, après on laisse agir et puis on le relit autant de fois qu'on en a envie jusqu'à ce qu'on se sente vraiment bien.
D'accord. Eh ben, écoutez, c'est super. Donc voilà, si vous avez envie de travailler sur vous en douceur, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer le petit guide de l'auto-hypnose de Camille Griselin qui sera disponible le 7 octobre, mais que vous pouvez déjà précommander sur Amazon. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Est-ce que Gaëlle et Cécile, vous avez un petit ajout à faire ou pas? Non, c'est super, ça donne envie. Ouais, oui, ça donne vraiment envie. Moi, je connais l'hypnose, j'ai déjà reçu des séances, donc j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Et je trouve que toutes ces méthodes, de toute façon, se complètent. Et moi, je dis toujours aux gens qui viennent me voir, et dans ce livre, je le redis, faites-vous vos propres expériences. N'allez pas faire ça parce qu'on vous dit que c'est bien, mais par contre, faites l'expérience, vivez, ressentez. Et participer activement, voilà, à votre propre guérison ou libération. Donc, c'est une expérience que j'ai envie de tenter avec ton livre. Ah bah super. Alors, du coup, vous restez avec nous, mesdames? Oui. Super. Alors, on va accueillir notre dernière invitée. Alors, Carole Bourdeau, elle a écrit « Devenez l'égérie de votre vie » et elle est formateur professionnel pour adultes et elle est également sophrologue et coach. Donc, on va accueillir tout de suite Carole. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir Camille. Bonsoir Carole. Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Alors, donc, vous avez écrit ce livre-là, Devenez l'égérie de votre vie. Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est un livre, vous allez voir, on va en parler un petit peu plus tard, qui est plein de surprises, il y a plein de petites choses dedans. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, de quoi parle ce livre et puis peut-être nous expliquer le titre, qu'est-ce que ça veut dire, devenir l'égérie de votre vie? Alors, je vais commencer peut-être par le titre, Devenez l'égérie de votre vie. J'aurais pu dire Sois toi ou Deviens qui tu es, en fait. Ce livre, c'est d'abord mon histoire. Hein. Je l'ai raconté sous forme de cartes à jouer, de chapitres. D'ailleurs, il a son jeu de cartes, ainsi que son CD de méditation. C'est un livre qui m'a invitée à mettre par écrit toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour aujourd'hui être la femme que je suis. C'est un livre qui est une invitation à être soi. Mais alors, être soi, c'est-à-dire à vraiment prendre conscience. Avant de parler d'acceptation, je vais peut-être parler de conscience et je pense que ça parlera à Gaëlle, de mettre vraiment en lumière qui je suis. Mais dans cette mise en lumière, c'est prendre conscience de ma vulnérabilité, de ma fragilité, de toutes les traversées que j'ai pu vivre et mettre de la conscience à travers ce qu'on vit. C'est vraiment parvenir à l'acceptation de ces épreuves, parce que je parle d'épreuves dans cet ouvrage. Donc, c'est vraiment une invitation pour le lecteur, pour la lectrice, à se dire « Ah ouais, ok, d'accord, elle a vécu ça, d'accord, donc c'est pas tabou, c'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, ok, il n'y a rien à dire en fait, elle l'a vécu, ça m'invite moi-même à l'accepter peut-être, et puis peut-être après de vivre tout ça différemment. Oui, c'est ça. Malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, on peut toujours en tirer quelque chose de positif. Oui, alors malgré ou avec les difficultés. Avec les difficultés. C'est vraiment une mise en lumière, une prise de conscience de ce que nous traversons dans notre vie. Voilà. Donc, c'est un livre qui invite le lecteur à ne plus être dupe avec soi-même. D'accord. Être dans une profonde honnêteté avec soi. Voilà. D'accord. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, donc c'est un livre qui a pas mal de petites surprises. Oui. Donc, à l'arrière du livre, on a un CD. Hop. Et puis, à l'avant du livre, on a un jeu de cartes. Alors, je vais prendre les cartes. Est-ce que, Carole, vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces cartes et dans ce CD? Alors, dans ces cartes, il y a juste des mots. Donc, en fait, vous pouvez… Alors, ce livre, finalement, c'est aussi un jeu. C'est aussi pour rappeler au lecteur que la vie est un jeu, en fait. Tout dépend de la manière avec laquelle on décide de s'y relier. Donc, c'est un livre aussi qui vient chercher notre enfant intérieur. Hein. Donc, on peut finalement lire n'importe quel chapitre du livre. À partir du chapitre, on peut aussi tirer une carte. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que je tire d'abord une carte. Ensuite, je m'en réfère au chapitre parce que voilà, chaque chapitre correspond à toutes les cartes à jouer. Donc, il y a 18 cartes à jouer, hein, vous les avez montrées, Camille. Et puis, je peux aussi écouter la méditation qui se réfère à la carte qui est à jouer et puis au chapitre, en fait, dans le livre.
Donc voilà, météo du jour. Vous voyez, par exemple, là, je pourrais tirer une petite carte si vous voulez. Ouais, allez-y. Pour nous 5. Une petite carte pour nous et puis aussi peut-être les personnes qui nous écoutent ce soir. Oups, alors il y en a une qui veut venir. Allez, une petite carte pour nous 5. Alors, c'est la carte rêve. Ah, donc c'est la première. C'est la première carte, voilà. Donc après, je peux pratiquer la méditation qui correspond, donc c'est la méditation 1, hein, et je peux aussi décider de lire le premier chapitre du livre qui est Rêve. Voilà. C'est intéressant de pratiquer la méditation du livre. Moi, je conseille aussi, finalement, on peut l'aborder de différentes manières, mais d'écouter la méditation. Et puis, à partir de cette carte, de laisser venir à soi les sensations, les émotions, les images, de laisser parler, on a beaucoup parlé d'intuition, de laisser parler son cœur, de laisser parler ce qui vient d'une façon très spontanée. Voilà. Moi, ce jeu, je l'utilise assez fréquemment dans mon quotidien. Okay. Et alors, je sais que vous m'aviez parlé que ce livre, il a une énergie particulière parce qu'il a été écrit dans un moment particulier de votre vie. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui. Alors, rien qu'en me le disant, j'ai de l'émotion. Oui, bien sûr. En fait, ce livre, il a été écrit dans une énergie très particulière. Alors, une énergie qu'on connaît tous, qui est l'amour. C'est-à-dire que à la question du pourquoi j'ai écrit ce livre, je ne sais pas bien pourquoi, en fait. Ce que je sais, c'est qu'il est arrivé après le décès de mon père, que c'était quelque chose qui me tenait très, très à cœur, finalement, d'écrire, de déposer par écrit mon histoire de vie, de déposer par écrit ces étapes charnières. Et c'est fait tout seul. Alors, je l'ai vu avant même de l'écrire, je l'ai vu, je l'ai imaginé, je l'ai ressenti en moi. C'était vraiment mon bébé. Je ne savais pas qu'il allait être édité, donc c'est aussi sa force, c'est-à-dire que je l'ai écrit de mon propre libre arbitre. Vous voyez, j'ai pas attendu qu'on me dise vas-y quoi, tu peux y aller, c'est bon, on va vous éditer. Donc il a été écrit d'une façon très spontanée. Mais je crois que en fait, ce qui a vraiment favorisé l'écriture, je pourrais même presque ce soir vous parler d'écriture inspirée. Hein, c'est que c'est un projet qui m'a tenu très à cœur, que j'ai vu, que j'ai imaginé, et ça s'est fait. Et je l'ai écrit en 2 mois. Voilà. Ah oui. Et, ça s'est fait très. Enfin, pour moi, ça s'est fait très vite, quoi. Il fallait que ça sorte. Voilà, il fallait que ça sorte. Ok. Et alors, je sais que vous avez aussi un site internet qui est un petit peu complémentaire au livre, je crois. Alors, j'ai un site internet qui est complémentaire. Disons que j'ai mis en place une plateforme d'accompagnement qui s'appelle la plateforme Égérie, qui est un accompagnement en ligne sur un accompagnement sur la dimension émotionnelle qui accompagne les personnes à mieux vivre leurs émotions, à mieux comprendre leur vulnérabilité, leur fragilité. Donc, on a des vidéos, des vidéos pour lesquelles j'ai fait appel à un professionnel. Donc, c'est comme une formation en ligne avec des MP3 de sophrologie, avec des PDF. Donc, c'est vraiment un outil qui est là pour mettre des mots sur ce qu'on ressent, mettre des mots sur nos émotions. Il y a aussi un gros travail derrière de décodage émotionnel, c'est-à-dire, et ces émotions qu'on retrouve d'ailleurs dans mon ouvrage, parce que dans cet ouvrage, je parle beaucoup de ce que j'ai ressenti dans ces différentes étapes de la vie, donc la peur, la culpabilité, la déception, la tristesse, etc. Et c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a conscientisées, qu'est-ce qu'on fait de ces émotions. Il y a tout un travail de décodage, c'est-à-dire apprendre à écouter les messages de chacune, les accepter et puis peut-être se réajuster, agir différemment. Donc c'est un vrai accompagnement pour vivre autrement ces émotions. Eh ben, n'hésitez pas donc à aller sur ce site pour compléter le livre. Et Carole, du coup, à qui vous le conseillez ce livre? À tout le monde en fait, à tout le monde sans exception, aux personnes que je rencontre d'ailleurs sur le terrain, qui beaucoup me disent d'ailleurs en ce moment, je ne suis pas à ma place, je ne me sens pas légitime dans mes projets professionnels, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup sur le terrain actuellement. Je suis paumée, je ne sais pas. Pour les personnes aussi qui sont peut-être dans la croyance que nous n'avons pas le choix,
que ce sera jamais en fait tel qu'elle le désire vraiment. C'est un livre qui ouvre le champ des possibles pour l'avoir moi-même expérimenté. Je sais plus, je crois que c'est Gaëlle tout à l'heure qui nous a parlé de l'expérience. Je sais plus qui a parlé de l'expérience. C'est toi, Gaëlle? Et c'est vraiment ça. On était plusieurs, en fait. Mais oui. Ouais, vous étiez plusieurs à parler de ça. C'est vraiment l'expérience, en fait. L'ouverture à l'expérience, au champ des possibles. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Carole. Donc, vous l'avez compris, hein, si vous voulez ouvrir le champ des possibles et transcender vos émotions, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer le livre Hop, Devenez l'égérie de votre vie de Carole Bourdeau. Il est disponible partout. Alors, peut-être que, mesdames, vous souhaitez rajouter quelque chose ou interagir à ce que Carole vient de dire. Moi, je veux bien sur la notion effectivement de l'expérience, c'est que parfois on se limite beaucoup avec notre mental et quand on est dans l'expérience, on peut découvrir tout un tas de choses qu'on ignorait. Donc, ça vaut le coup effectivement et je pense qu'on est toutes dans ça, dans l'expérience du corps, de la vivance, des transformations. Donc, c'est très encourageant en fait, très enthousiasmant. Très bien. Eh ben, merci Gaëlle. Eh bien, écoutez, mesdames, il est déjà l'heure. La soirée est passée vite parce que du coup, on a appris plein de choses et je vous remercie vraiment d'avoir été présentes toutes les 5. Merci, Camille. Je vais rappeler les livres de chacune. Donc, nous avions l'hyper-empathie d'Anne Landry. Hop, nous avions l'hypersensible, libérez vos super pouvoirs de Cécile Giré. Ensuite, nous avons le grand guide de la sophrologie au quotidien de Gaëlle Piton. Ensuite, nous avons le petit guide de l'auto-hypnose disponible le 7 octobre et disponible en précommande déjà. Et ensuite, Devenez l'égérie de votre vie de Carole Bourdeau. Voilà, plein de livres, plein de solutions pour aller mieux, qui était donc ce thème de notre soirée. Merci beaucoup à toutes les 5. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Prenez soin de vous. Merci aux internautes d'avoir participé. Et il y aura un autre rendez-vous de Très Daniel Live le mardi 21 septembre, donc dans 2 semaines. Et donc là, on aura un nouveau thème qui sera sur le thème de l'invisible. Donc, tout un sujet aussi très intéressant. Voilà, mesdames, je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien et passez. À bientôt, merci. 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 Au revoir.